trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie comme chaque troisième vendredi du mois pour cette première échéance de l'année 2026. À mes côtés en plateau, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et à distance avec nous, deux autres sorciers, Romain Daubry, consultant Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir à vous trois, messieurs. Romain, je vous laisse commenter peut-être le bilan de cette première échéance de l'année. Je le disais en introduction, une échéance positive, malgré quand même une semaine qui marque un coup d'arrêt pour le CAC, qu'on a vu flirter avec les 8400 points, je crois, sur la séance de mercredi, mais qui au final aligne quand même 5 séances de baisse consécutives. En tout cas à l'approche de la clôture hebdomadaire, 8259 points, ce fameux plafond de verre. On compense sur l'échéance du mois de janvier à 8237,90, en hausse de un peu plus d'1% sur l'échéance en cours. C'est positif. Ce qu'on peut voir de positif aussi, c'est que l'intérêt sur les marchés dérivés a augmenté dans le sens de la tendance, même si c'est parfois un peu modeste. Donc sur l'Eurostoxx, qui a progressé de plus de 4%, la position ouverte a augmenté de 6%. Sur le CAC 40, qui a progressé d'environ 2%, la position ouverte a augmenté de 7,5%. Et sur le S&P, l'indice a progressé d'1,60% et la position ouverte, le nombre de contrats futurs, a modestement progressé de 0,38% sur la période. Donc c'est du mieux et c'est de l'accompagnement dans le sens de la tendance, sauf que sur les indices américains, on était à des niveaux un petit peu inférieurs à la moyenne et l'intérêt est quand même très modeste. Et sur les indices européens, on partait de très loin, donc il y a un aspect technique aussi qui vient expliquer cette hausse de position ouverte. On est de l'ordre de 30% plus bas que la position ouverte moyenne sur les contrats à terme, sur l'Eurostoxx par exemple. Donc moins de 2 millions de contrats futurs ouverts, donc effectivement un petit soutien acheteur mais qui est modeste, et on l'évoquait assez tôt au moment de cette impulsion haussière, un momentum qui semble manquer. Alors la bonne nouvelle aussi, si on veut regarder du côté des valeurs, c'est qu'il y a du stock picking à faire manifestement, des choses qui se mettent en place sur des titres individuellement, mais il n'y a pas une grosse logique sectorielle ni une grosse logique indicielle forte, en tout cas sur nos indices européens, et on le voit effectivement, on retrace en ce début ce terme d'échéance des marchés dérivés du mois de janvier. Donc il y a un peu de fébrilité, un peu de fragilité. On peut dire aussi que du côté des ratios put-call, si aux États-Unis on évolue aux alentours de 0,80, c'est-à-dire en bas de la borne d'optimisme, et bien sur les indices européens et le CAC 40 et l'Eurostoxx, on est hyper optimiste avec des ratios put-call qui évoluent aux alentours de 0,50. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas relevé des ratios aussi optimistes. Et puis, dernier élément au point de repère sur les marchés dérivés d'options et de futurs, on avait évoqué ensemble au cours de la dernière échéance que la zone 7000-7100 points semblait être le bout du chemin pour les opérateurs sur le S&P 500, grâce à la lecture de la position ouverte sur les marchés dérivés, et ça a été le cas. On a buté contre ce niveau de résistance qu'on n'a même pas atteint encore, donc un peu manque de momentum. Or c'est ce qu'on constate pour l'échéance à venir, et même celle du mois de mars, je suis allé voir sur l'échéance trimestrielle tout de suite, et sur le mois de mars l'intérêt il s'arrête à 7000, et sur une position ouverte globale qui est de l'ordre de plus de 3,5 millions de contrats d'options, eh bien, on constate qu'il y a à peine 50 000 contrats d'options ouverts au-delà des 7 000 points. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, les opérateurs n'en envisagent pas le débordement, donc on est un peu capé pour l'instant. Donc, pas de pression baissière, mais des indices qui semblent avoir atteint des niveaux cibles. On l'avait indiqué aussi pour l'indice CAC 40, 8250, 8300 points. Bien, on a tenté de déborder le niveau et pour l'instant, ça ne se matérialise pas. Donc, est-ce qu'on trouvera les catalyseurs pour le faire? On peut rappeler que quand on arrive à déborder ces niveaux-là, ça accélère en général assez brutalement. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et c'est même une fin de semaine un peu mitigée, effectivement. Jean-Louis, état des lieux de ce marché, notamment le nôtre, le marché parisien, avec un CAC 40. Alors, les mouvements restent limités, mais tout comme le potentiel, j'ai envie de dire. Oui, parce que si on paye 8004, c'est qu'on pense qu'on va peut-être aller au moins à 8006 fin mars, 8008 peut-être en juin, et peut-être 9000 pour l'été. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Quand on paye, quand on a une vraie conviction. Alors, on a payé, mais on a eu des contre-pieds, on a eu plein de choses un peu techniques, un peu bizarres, des anticipations. Il faut dire que
on nous dit une chose puis une autre. Et globalement, c'est qui c'est le gouvernement, c'est Trump. Oui, d'accord. Essentiellement, voilà. On nous dit une Donc chose, ça une autre, change oui. pas. Donc c'est difficile parce que du coup ça crée vraiment dans un marché qui est hyper technique donc et qui réagit à la moindre annonce. Bon ben voilà, ça crée des contre-pieds qui amènent derrière des gens à se racheter. Si c'était quand on est parti un peu à la baisse avec l'Iran encore, on va taper sur l'Iran. Après on tape plus. Oui, ça a provoqué une nouvelle accélération au-delà d'une logique fondamentale, puisqu'en plus, on attendait quand même, on est rentré dans la période des publications. Ouais. Donc, c'est rare qu'il y ait tout de suite une prise comme ça d'initiative à l'achat. D'ailleurs, vous voyez, ça rebaisse aujourd'hui un petit peu aux États-Unis. L'Europe, en fait, a été dopée, l'indice européen a été dopé par ASML. Voilà. Vous savez que Qui a maintenant... pris quoi, 10% depuis le début de l'année, là Oui, plus, oui, même oui, peut-être. En plus, oui, je crois que c'est plus. Oui, c'est plus, même 20. 10% sur la même si semaine. c'est oui, pas c'est 20 ça. et quelques. Oui. Et alors, elle pèse 20-30%. pas loin de 10% du CAC. Elle est à, de l'Eurostoxx. Ouais. Elle est à 9,8, un truc comme ça. Et derrière, on tombe avec des pondérations à 5, quoi. 4,80, c'est SAP derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, ça va Grand vite. écart entre le premier et le second. Voilà. Et puis LVMH avait reculé un peu. Bon, elle est à 4 et quelques aussi. Hein. Après, voilà, ça suit Oui, avec plus homogène derrière. quelques dixièmes de différence. Donc voilà, on peut dire que ASML a fait le marché. Voilà, ce qui explique un peu la différence de performance entre l'Eurostoxx et le CAC 40. Après, en France, on a toujours la même chose. Matignon un petit peu en difficulté. Le budget, on l'attend toujours. Là, on pourrait être dans la situation d'un 49.3. Enfin, voilà, il y a quand même aussi le spread avec l'Allemagne qui n'est pas très favorable. Ça se tend. Hein, la situation française, purement française, est tendue. De toute façon, elle reste tendue. Oui, on a vu les valeurs de la construction cette semaine là, baisser fortement. Enfin, toujours l'idée qu'il va falloir aller chercher de l'argent quelque part. Hein, donc, Et puis, ce qu'on a pu voir, mais on va en reparler certainement, c'est... moi, je faisais un peu le tableau des performances sur un mois glissant. On s'aperçoit que les plus fortes perfs sont des valeurs un peu qui étaient en retard. Hein, et donc, par exemple, si on regarde sur un mois, il y a 0 valeur du CAC 40 sur les 26 meilleures performances des plus grosses valeurs. Ouais. J'ai pris le SRD pour avoir un peu de A, un peu de B. On parle de qui alors là Là, les meilleures perfs, c'est Eramet. On va trouver Viridien, Aventiva, Exosens. Mais par exemple, dans les baisses, alors il n'y a pas sur les 26, il n'y a pas de valeur du CAC, mais dans les baisses, ou alors s'il y a Thales peut-être, oui. mais c'est vrai que je ne les ai pas toutes soulignées en fait. Et donc dans les baisses, par contre, vous avez plusieurs valeurs comme Renault, Stellantis, Saint-Gobain. Enfin, c'est vrai que j'avais souligné les grosses valeurs. Saint-Gobain, en fait, dans les grosses baisses, quoi. Il y a Saint-Gobain et LVMH. Dans les baisses, il y a les grosses. Voilà, il y a LVMH qui est à moins 4, vous voyez. Donc, par contre, c'est vrai que dans les hausses, en tout cas dans les super, dans les meilleurs perfs, il n'y a pas de valeur du CAC. Après, on en retrouve un petit peu, bien sûr, mais voilà, on voit, ce qui explique, on y reviendra, le Russell, par exemple, aussi, aux États-Unis, on voit qu'il y a de l'intérêt, mais à un moment donné aussi, il faut regarder les PE, ils sont très élevés. On a des prix qui sont élevés. On paye quelque chose, une belle, que tout va bien pour la suite, quoi. Et on est sur le plan historique, on est sur des marchés qui n'ont jamais été aussi chers, pratiquement, bien au-dessus de la moyenne historique, vous voyez. Bon, donc c'est normal qu'il y ait un peu d'hésitation, et donc c'est normal que quand il y a des moments un peu de doute, comme ces derniers jours, on retrace. Mais on ne voit pas de grosse pression non plus. Ça. Hein. Les volumes sont restés modérés. Et à chaque fois, on a eu ça tous ces derniers temps, des volumes modestes. Il n'y a pas de grande manœuvre. C'est normal. Rien ne se fait dans la panique, quoi. Oui. Il n'y a pas de panique. De toute façon, on garde une volatilité implicite sur Mars. Moi, je regarde à 1 et 3 mois. On va dire là maintenant, on va regarder un peu Mars. On est autour de 14. Alors, on fait 13 quand tout va bien. Et quand on va chercher 8004 par exemple, et puis dès que ça restresse un tout petit peu, on revient vers 14, 14,5. Bon, voilà, c'est pas 10, quoi. Hein. Non, donc, il y a une méfiance, il y a une prise de conscience par tous que c'est pas évident. On rentre maintenant dans la période de publication américaine où il n'y a pas de place à l'erreur.
vu les prépayés. Donc surtout le secteur de l'IA qui va être vraiment scruté de près. Là, les banques ont commencé à annoncer, là, il y a eu du bon plutôt. Voilà, il n'y a pas de quoi se dire je pars en courant, mais maintenant il faut être hyper sélectif dans ses investissements. Philippe Béchade, votre bilan de ce premier mois de l'année 2026 avec l'idée qu'effectivement, il y a quand même, on découvre, ou les investisseurs découvrent ou redécouvrent d'autres zones d'intérêt que le seul Nasdaq, et au cœur du Nasdaq, la thématique de l'IA, et dans l'IA, celle des infrastructures encore plus spécifiques. Ce qu'on découvre, c'est que la boussole 2026, ça a surtout des relents de course à l'armement. Merz ambitionne de faire de l'armée allemande la première d'Europe, en contradiction avec les traités de paix post-Seconde Guerre mondiale, et aux États-Unis, augmentation de 55% du budget, de 990 à 1500 milliards. Pas voté, hein, rien. Un tweet de Trump, je dis pas, Philippe, mais je dis pas que les tweets de Trump se transforment jamais en actes et en décisions, mais pour l'instant, c'est une volonté de Trump. Oui. Mais bon, on sait que derrière, il a quelques bons amis au sein du complexe militaro-industriel. Donc, je pense que l'annonce, elle tombe pas du ciel. Donc, si vraiment c'est ça le driver de 2026, je préférais effectivement qu'on nous parle d'IA, d'intelligence générative, de contrôle des plasmas à haute température pour une nouvelle source d'énergie propre et incidence positive. Voilà, donc 2026... ça m'enchante pas. Voilà. Par contre, ce que je remarque, c'est que le début de l'année, il a été tonitruant pour la bourse allemande, tiré par les valeurs d'armement. On a eu 7 records historiques consécutifs sur le DAX, et 8 séances de hausse sur 10. C'est un début d'année fantastique, et c'est d'ailleurs c'est les valeurs allemandes qui ont permis à l'Eurostoxx d'enchaîner également les records. Un Eurostoxx qui gagne 5% sur l'échéance janvier qui est donc échue, et là une surperformance spectaculaire par rapport aux indices US, où on va s'en tirer avec du plus 0,5, plus 0,6 sur le Nasdaq, un peu plus de 1,5 sur le Dow Jones. Voilà, l'Europe prend sa revanche. Néanmoins, précisons que les indices US viennent d'aligner un 8e mois de hausse consécutif. 8e terme boursier consécutif, ce qui en fait la plus longue série haussière du XXIe siècle. Et moi, je pense que ce n'est pas possible sans l'intervention des banques centrales et de la Fed. Et la Fed, ça me paraît fondamental parce que sans ces injections quotidiennes et à coût de dizaines de milliards, on verrait l'interbancaire se geler. Et là, je crois que pour les marchés, ça serait la grosse douche froide. Et ce n'est pas un scénario jamais eu. On a déjà eu ça à partir de la mi-septembre 2019 jusqu'au all-in monétaire Covid, où là, d'un seul coup, les injections de la Fed, on n'en parlait plus parce que c'était devenu un super quantitative easing. Mais il y a de la méfiance au sein du secteur bancaire. Il y en a qui craignent que certaines banques soient mal engagées avec de la spéculation à la baisse sur l'argent. Voilà, les appels de marge explosent. Certaines banques ont peut-être du souci à se faire. En tout cas, personne ne veut prendre le risque. C'est la Fed qui vient mettre les liquidités qui vont bien pour que les marchés puissent continuer d'accumuler un peu plus d'intérêt, comme le disait Romain, mais ça reste quand même très
très lent et les marchés ont l'air en fait de laisser les choses se faire. Ils ont plus d'inspiration, mais surtout ils veulent pas sortir. Bon, manque d'inspiration, mais encore une fois, Jean-Louis, alors si on est aux US, oui, peut-être que manque d'inspiration pour des grands indices, le S&P, le Nasdaq, mais derrière ça, le S&P est coût pondéré, surperforme, les small et mid cap, alors taille américaine, hein, c'est le Russell 2000, là aussi connaît un très bon début d'année et surperforme peut-être depuis un mois ou plus maintenant. Il y a quand même de l'intérêt pour d'autres zones de marché. Il y a de la liquidité qui veut s'investir et qui, à un moment donné, constate des prix très élevés avec quand même des risques potentiels de déception qui, donc, juste avant la période de publication, ils se disent, on va aller acheter un peu des valeurs de rendement, etc. Parce que le rendement du SP500 aujourd'hui, il est quand même pas, il est pas très gros. Il n'y a pas de prime de risque là, quasiment pas. Ça commence à être un petit peu difficile. Donc voilà, ils vont chercher d'autres valeurs mais ça peut être un schéma soutenable. Oui. C'est-à-dire que ça, dans la période, en tout cas de publication, je pense que oui. Est-ce qu'on peut dire ils vont vers le défensif? C'est pas vraiment ça, c'est qu'ils vont vers, oui un petit peu, mais vers rapport risque-bénéfice ou risque-déception, on va dire. Il est important quand même ce risque sur l'IA. Il suffit qu'il y en ait une ou deux qui nous sortent des trucs un peu décevants dans ces perspectives surtout. Vous voyez, c'est pas forcément les chiffres qui vont être publiés, mais ce qui va compter, ce sont les perspectives. Donc oui, ce sont des tendances qui peuvent durer parce que tant qu'il y a de l'appétit globalement pour le prendre du risque et des flux de liquidités après tout on se dit on a tellement passé de mauvaises nouvelles que ça peut continuer. Donc voilà, on peut payer encore, tout à fait. Romain, dans les graphiques que vous nous proposez aujourd'hui, alors je ne sais pas, est-ce qu'on dit un mot du Nasdaq avec le graphique que vous nous apportez, Romain alors, la partie semi-conducteur tient bien quand même, on l'a vu encore, avec toujours une réaction très positive dès qu'on a des bons résultats, c'était ceux de TSMC en l'occurrence cette semaine, alors avec un plan de CAPEX 2026 qui pour l'instant rassure tout le monde, hein, TSMC va déployer 56 milliards de dollars d'investissement en capital pour une seule année, 2026 en l'occurrence. Donc on a vu toute la partie hardware, infrastructure, semi-conducteurs être particulièrement soutenue. Pour le reste, le Nasdaq semble un peu capé aujourd'hui, Romain ? Effectivement, on est bloqué dans cette zone de prix 25 418, 26 115 depuis maintenant le trou d'air qu'on a connu au mois de novembre dernier. On laisse compter au moins une pause. Le tout est de savoir si on entre dans une phase de distribution sur la tech américaine ou dans une phase de pause. Pour l'instant, c'est encore difficile de dire et probablement la saison des publications va nous en dire plus. En tout cas, ça sous-performe clairement et on voit que les poches d'intérêt, elles sont ailleurs. Alors, on parlait du DAX tout à l'heure, mais le DAX, il a été bloqué pendant la période du mois de juin dernier jusqu'au mois de janvier dans un range, ce petit range de 5-6%, quand le DAX l'a débordé par l'eau, il est allé chercher tout de suite sa cible. Donc on a aussi un potentiel haussier qui a été assez rapidement consommé, 25 500 points aux alentours sur le DAX. Donc ça surperforme un peu effectivement en Europe. Puis on avait évoqué aussi d'autres foyers d'intérêt et c'est plus à mon avis comme ça qu'il faut fonctionner dans ce marché pour l'instant. Stock picking, agilité et diversification. Et il y a des secteurs qui sont particulièrement bien comportés. On avait évoqué l'uranium, il y a des titres comme Cameco, ouais, 25% on a le graphe de Cameco, si vous voulez, Romain, effectivement. C'est une valeur canadienne, voilà. C'est ça, hein, c'est canadien. Hein. Valeur canadienne, et voilà, qui est le leader dans le domaine de l'uranium. Et Cameco, bien, voilà, qui s'est bien apprécié sur la période. Ça, c'est un élément fort. Alors, il y a pas mal de volatilité, on le voit, mais le débordement du range précédent et le débordement de 103,07 me permet d'envisager une poursuite de ce mouvement, même si à court terme c'est peut-être un petit peu tendu, pour aller chercher des extensions en direction de 133,40. Donc il y a encore de la place manifestement dans ce domaine-là. Sur le cuivre et les minières, on a aussi atteint des objectifs, donc peut-être une pause à venir, mais ça reste un élément fort. Et puis on a vu des choses se passer du côté de la tech chinoise. C'est là où ça a surperformé du côté de la tech vraiment pour le moment. On a vu Alibaba qui était un peu en retard et qui s'est réveillé depuis quelques séances maintenant. Et d'une façon générale,
le secteur qui s'est un peu repris. Donc il y a des choses à faire comme ça et des arbitrages à mon sens, même si on voit qu'il n'y a pas, encore une fois, ce momentum très fort, cette grosse participation et un peu de doute de la part des opérateurs. On va citer d'autres titres qui sont quand même, vous parliez de valorisation tout à l'heure, je regardais le PER de CrowdStrike par exemple, c'est 686 fois les bénéfices pour 2026 et c'est plus de 1000 pour 2027, oui, plus de 1000 pour 2027. Donc je pense qu'il y a des poches qui sont qui devraient être dégonflées en tout cas et qui font que les opérateurs ont peut-être moins envie d'y aller pour l'instant. Et on voit un titre CrowdStrike qui a déjà pas mal baissé mais qui a encore un peu de potentiel à mon avis dans ce sens-là. Du côté de la tech américaine, on a vu Tesla qui a formé une configuration qui n'est pas extraordinaire non plus, avec un Island Reversal en hebdomadaire formé à partir de, validé la semaine du 29 décembre. Donc, on a de ce côté-là des foyers de désintérêt aussi de la part des opérateurs. C'est plutôt sain pour l'instant. Reste à savoir dans quelle séquence on se trouve. Est-ce que c'est vraiment une phase de distribution? Moi, je crains un petit peu que oui. Je suis un peu méfiant pour cette année. Ouais. Jean-Louis, stock picking, oui, vous confirmez, c'est une bonne manière de traiter dans ce marché aujourd'hui? Une manière hyper sélective. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas. Il y a pas, enfin, toutes les valeurs crient pas achetez-moi, quoi. C'est pas non plus un screaming buy. Non, puis c'est pour le gérant, pour le décideur, franchement, c'est compliqué de prendre des décisions dans ce contexte qui peut violemment être perturbé par des décisions de Trump, toujours lui, qui est capable de tout. Donc là, en cette fin de séance, je le dis, pour ceux qui nous suivent en direct, donc Trump menace d'une nouvelle vague de tarifs pour les pays qui ne soutiendraient pas son invasion ou son approche du Groenland. Voilà, ça, toujours le mot tarif, visiblement, fait toujours un peu réagir les marchés. On voit les taux qui se tendent, etc. Ils se sont mis d'accord avec Taïwan déjà sur un tarif de 15%. Mais encore une fois, tout s'est bien terminé ces derniers temps. Donc en fait, à un moment donné, ils se disent, tous les vendeurs à découvert, ceux qui pensaient que les marchés allaient se casser la figure, ils se disent, c'est pas possible, le marché il est inébranlable, il veut pas baisser. Donc on peut attendre une forme de capitulation. Il y a un risque à la hausse qu'il faut pas négliger. Je trouve que c'est quand même globalement bien géré tout ça par tous les acteurs. Vous voyez. Moi, j'ai toujours eu, parce que je suis un vieux de la vieille, et j'avais commencé un peu, quelques années, 5 ans avant le crack de 87, donc ça m'a traumatisé quelque part, ça m'a marqué. Pas traumatisé, parce que je l'ai bien... 88 a été une excellente année, mais c'est bien, ça fait la longévité de la carrière derrière. J'ai commencé par un petit crack, ça rend méfiant. Ça rend humble, oui. Voilà, et je connaissais rien à l'époque, vraiment, mais... si vous voulez, tous ces gens qui ont un biais comme ça à se protéger, ils continuent tout de même, mais ils sont plus vendeurs, ils se protègent, ils vont doucement. Moi, c'est vrai, tous les copains, les anciens à qui je parle, ils sont pas très investis. Donc, si vous voulez, mais vous êtes une proportion infime aujourd'hui. La nouvelle globalement, de moins en moins qu'on connu ces épisodes de marché, puisqu'il y en a plus. Enfin, je mets le Covid entre parenthèses. Avec aussi, alors. Ça, c'est bien fini, mais il y a eu la baffe quand même. On a eu quand même quelques claques. Et puis la dernière, quand même, de la Covid. Donc, il y a globalement cette méfiance qui fait que on a eu, rappelez-vous, la hausse la plus détestée, bien sûr, etc. On a eu des volatilités implicites qui sont constamment restées au-dessus à un moment donné, c'était au-dessus de 15, quasiment en permanence. Et ça montait. Donc, il y a suffisamment de doute et de vigilance dans ce marché de méfiance pour que le marché soit solide. Et regardez, à chaque fois qu'il y a eu à un moment donné un trou, mais ça n'a pas été une baisse systémique, enfin, ça n'a pas été l'effet domino, ça a été vraiment des ventes très violentes. Et comme il y avait des rebonds aussi extrêmement violents, c'était très nerveux. Globalement, quand c'est reparti, ça a été d'une violence terrible. Parce que dans la tête des gens, ça va aller mieux. On a toujours... Les investisseurs, globalement, ont toujours gardé, l'idée que ça va bien finir. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on peut retenir. Et puis, ils ne voient pas non plus pourquoi ça finirait mal. Et... donc, c'est pas qu'on garde le moral, c'est qu'on est plutôt à rechercher des entrées en position à l'achat,
des opportunités sur des replis. Donc, ce qui fait que quand ça baisse, il y a quand même des gens qui se placent, des gérants qui se placent, qui ont des liquidités. J'écoutais des gérants qui disaient, bon, on est positif, etc. Et on a X% de notre fonds dynamique, par exemple. D'ailleurs, on pourrait aller un peu plus loin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont optimistes. Mais ils sont pas ils sont pas totalement entièrement investis. Ils sont bien investis pour respecter évidemment les règles, un petit peu plus, mais par rapport, si vous voulez, à leur vision positive de la situation, ils ont des possibilités d'aller plus loin à l'achat. Ah ouais, je comprends. Oui, il y a de la réserve, quoi. Exactement. Un petit réservoir, effectivement. Ça, c'est important. En cas de trou d'air. Philippe, vos commentaires, puis je veux bien qu'on revienne sur les métaux. Vous nous avez parlé de l'argent tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation? Est-ce que d'ailleurs on voit dans le compartiment commodities en général, matières premières, est-ce qu'on voit la partie énergie rattraper un peu la partie des métaux qui a été évidemment spectaculaire tout au long de 2025 et avec un rallye qui a même commencé avant 2025. Est-ce que l'énergie est en train de rattraper? Et puis, quelle est la vision que vous avez pour 2026? Quel est le podium d'arrivée en 2026, là, si on essaye de faire un peu de prévision ou de prédiction, en l'occurrence, Philippe? Alors, le secteur énergie, quand on regarde le baril, c'est un peu morne pleine. Il y a eu une petite poussée de fièvre suite aux rumeurs d'éventuelle intervention américaine à l'encontre du régime des mollahs. On nous a ressorti l'incontournable blocage du détroit d'Ormuz. Voilà. Bon, 48 heures après, il n'y avait plus rien. En revanche, ça bouge dans le secteur de l'énergie très clairement aux États-Unis, avec cette demande de térawatts de la part de toute l'industrie de l'intelligence artificielle. Et là, il y a clairement une pénurie. La production d'énergie ne suit pas. Et comme on est aux États-Unis et que c'est quand même un pays très très capitaliste, c'est toujours le mieux-disant qui va obtenir le courant et les autres vont être obligés de s'aligner. Autrement dit, la facture d'électricité augmente pour les ménages américains. Elle augmente également avec la hausse des droits de douane. Il faudrait le redire, Donald Trump se vante d'avoir fait rentrer 300 milliards de dollars. Non, il les a fait sortir de la poche des consommateurs américains. Voilà, alors ça enrichit, oui, ça renfloue les caisses de l'État, mais ça n'enrichit pas les consommateurs. Donc, on risque d'avoir un souci au niveau de la consommation qui, traditionnellement, représente 70% de la croissance aux États-Unis. Là, on est de plus en plus dans un scénario, on l'appelle le scénario renta, c'est-à-dire les 1% qui s'enrichissent grâce à la hausse perpétuelle des marchés avec le soutien des banques centrales, tandis que le consommateur qui assure réellement la croissance de l'économie est plus vraiment là, endetté jusqu'au cou. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Donald Trump a demandé aux banques américaines de diviser pratiquement par 2 le coût du crédit revolving. Il ne faudrait pas que ça dépasse les 10%, alors qu'on est au-delà de 22-23% pour ceux qui font un petit peu de la cavalerie ou qui évitent la faillite personnelle en augmentant leur exposition sur ce genre de crédit. Donc là, c'est compliqué. Donc l'énergie, oui, c'est un vrai souci aux États-Unis. Alors la question que je me pose, c'est à quel moment on va se rendre compte que pour fournir les gigawatts, térawatts dont ont besoin les data centers, il va falloir remettre en service des centrales au gaz, des centrales au fuel, peut-être même des centrales au charbon. En tout cas, ce qui est le plus rapide à mettre en œuvre, c'est le gaz et c'est le fuel. Voilà. Quant au pétrole vénézuélien, il ne va pas déferler à raison de 20 ou 25 millions de barils par mois. Trump, je ne sais pas dans quel guêpier il s'est fourré avec le Venezuela, mais je peux vous dire qu'il est encore très très loin d'avoir mis la main sur un pétrole qui, en plus de ça,
ne lui appartient pas, puisque la Chine a signé des contrats parfaitement valables et opposables à l'OMC, et que les États-Unis auront bien du mal à contester. Donc ça, c'est vraiment la partie énergie. Ça me paraît très important. Il y a la remise à niveau de tout le réseau électrique américain qui va nécessiter également beaucoup de cuivre. C'est pas pour rien que la tonne vient de passer les 13 000, 13 500. Et je pense qu'on est loin d'avoir encore tout vu. Et stratégiquement, le rapprochement Glencore-Rio Tinto s'inscrit dans une logique, effectivement, d'essayer de répondre à une demande de cuivre qui devrait fortement progresser. Bon, voilà, ça c'est pour répondre un petit peu à la thématique commodities. C'est quand même là-dessus que je miserais en priorité en 2026. Ouais, ça risque d'être une bonne année encore sans doute pour les matières premières. Alors sur les marchés de matières premières, mais pour les valeurs matières premières peut-être au sens large, avec, on citait Eramet tout à l'heure, qui fait partie des valeurs effectivement qui profitent bien sûr de ces mouvements de matières premières. Sur les comos justement, Romain, qu'est-ce que vous dites? Ma question était, est-ce que le pétrole peut rattraper un peu la hausse stellaire qu'on a vue sur les métaux? Alors il y a les précieux, mais les métaux industriels également. Est-ce qu'on peut avoir un compartiment, une hausse un peu plus homogène au sein du compartiment des matières premières? C'est manifestement le cas quand on regarde cet ETF qui rallie les tops touchés en 2009 et en 2022 et qui les déborde pour l'instant. Donc les craintes aussi quant à l'inflation sont à mon sens justifiées. On est en train de former de nouveaux plus hauts sur ce panier de valeurs qui comprend du gaz, du pétrole, du cuivre, de l'or, de l'argent bien entendu. Et donc oui, il peut y avoir une poursuite à la hausse de ce mouvement qui à mon avis est en train de se développer, de se mettre en place. On le voit aussi sectoriellement, même si ce n'est pas très fort, les secteurs de valeurs énergétiques est en hausse d'une façon générale, même les pétrolières et gazières qui remontent un peu. On voit les dossiers comme Viridien qui repart de très loin mais qui remontent. Et puis on voit aussi pas mal d'activités toujours sur les valeurs bien liées aux matières premières, que ce soit minières et autres, qui sont toujours en train de payer, même si on a quand même atteint des niveaux cibles importants. Donc on a effectivement de l'activité de ce côté-là et la possibilité de continuer à rallier et à être, à mon avis, à mon sens, un problème à un moment ou à un autre, avec cette hausse qui est quand même assez forte et qu'on a vu se mettre en place, qui constitue toujours, à mon sens, un arbitrage, une diversification assez intéressante pour l'instant. Donc oui, de la surperformance, des foyers d'intérêt, et puis différentes zones géographiques qui pourraient en bénéficier, comme le Brésil, par exemple. Et puis, vous parliez des intérêts du stock picking. On a un indice small caps européen qui est en train de repartir à la hausse après une longue pause aussi. Donc il y a encore une fois, du stock picking et des choses à faire de ce côté-là et sur des plus petits compartiments de la cote, manifestement, qui sont aussi en train d'être payés et d'être achetés. Si on regarde les secteurs qui se comportent bien, on voit que la santé se comporte bien. Alors, je sais que c'est très consensuel, mais c'est manifestement le cas pour l'instant. On a l'industrie aussi qui surperforme, le secteur bancaire toujours un peu, et puis les ressources de base qui, elles aussi, continuent à avoir un niveau de performance qui est intéressant. Un élément aussi en termes de consensus et de comportement qui est à prendre en compte, c'est que tout le monde est très positif pour cette année d'une façon générale quand on écoute le consensus, et ça aussi, ça a vocation à me rendre un petit peu plus prudent. Alors pour l'instant, on n'a pas de pression baissière, on n'a pas de figure de retournement dans le marché, et on a, comme on le disait, encore des foyers d'intérêt de ci, de là. On voit des titres au sein de l'indice parisien qui se reprennent comme Eurofins Scientifique après un long parcours baissier. Donc il y a encore de la matière pour pouvoir poursuivre à la hausse et alimenter des mouvements de rebond et de poursuite haussière qui sont intéressants. On a par ailleurs quelques valeurs de l'indice parisien qui évoluent proches de leur sommet ou sur des nouveaux plus hauts historiques comme Airbus, comme Safran. Donc on a des éléments qui laissent à penser qu'on peut poursuivre pour l'instant à la hausse, mais encore une fois, à mon sens, dans un contexte où il faut rester relativement prudent, et on voit le momentum s'effriter assez rapidement. Et pour l'instant, pas de grosse prise d'initiative dans un marché qui entame cette saison de publication avec un peu de prudence. On a vu des réactions qui étaient quand même déjà assez brutales sur certains titres qui avaient pourtant assez bien publié. Prudence, c'est le mot qui revient beaucoup dans votre bouche, Romain, pour le dire. Non, mais C'est vrai. et Jean-Louis, du coup, prudence, c'est, quel niveau de prudence? Et puis, qu'est-ce qui amènerait à être un cran plus prudent encore?
Quand les États-Unis, les Américains, souvent se disent que la situation géopolitique mondiale est tendue et dangereuse et que ça va mal se passer, souvent le dollar est un refuge déjà. Il baisse plus, hein? Alors, il baisse pas, il monte pas, ça bouge pas. Donc, on n'a même pas d'indication de ce côté-là. C'est là où je le couteau qui tombe quand même. Non, bien sûr. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que l'euro-dollar, il y a un 15, un 16, il est monté jusqu'à un 18, mais bon, très vite, ça fait un petit spike, mais c'est revenu en arrière. Bon, il n'y a rien de particulier. Alors, moi, ce que je vois, par exemple, sur la France, ou si on parle du CAC, il y a des valeurs qui sont quand même encore basses sur des zones basses. Je pense, par exemple, à Air Liquide. Ouais. Alors... Pourquoi Air Liquide est totalement hors parcours de ce rallye, si on peut dire ça. C'est l'exemple même de la valeur de fonds de portefeuille, actionnariat salarié important, des détenteurs particuliers bien traités, je ne sais plus, on a droit à une action gratuite tous les 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Enfin, c'est... Voilà. Donc Air Liquide pourrait amener un relais, pourrait montrer... très défensif, quoi. Oui, Saint-Gobain, qui n'est pas non plus très... elle a bien reculé. Bon, il y a quelques valeurs comme ça qui peuvent encore représenter, amener une hausse à l'indice, même si, parce que c'est quand même des valeurs qui pèsent 3-4%, quelque chose comme ça. Donc, mais on compte plus sur le luxe, par exemple. Le luxe, Hermès, par exemple, était un petit peu à la traîne, on peut dire, par rapport à la hausse de LVMH de ces dernières semaines. Bon, mais c'est vrai que le luxe, je sais pas, c'est... De toute façon... En tant qu'acteur du marché, parce que moi, tous les jours, je vous pose la question, qu'est-ce que je peux acheter, etc. C'est sincèrement, et quand je discute avec des copains... Pas facile. Non, c'est pas facile. Et puis, il ne faut pas tomber sur la mauvaise. Vous regardez Vusion, par exemple. Oui. Quelle baffe. Ouais. Non, mais c'est un massacre. Donc, bon, il y a eu, à l'époque, c'est quoi, c'est le fonds, les Américains, les Anglais là, qui avaient annoncé qu'il y avait des faux comptes, ou des comptes étaient un peu falsifiés, ou des histoires. Il y avait des problèmes, oui, il y avait un short-seller dessus. Je ne sais plus qui c'était. Oui, et qui avait annoncé que il y avait des doutes sur la. Ça s'appelait SES Imagotag encore à l'époque. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est pas si vieux que ça. Oui. Bon, donc aujourd'hui, c'est vrai que cette valeur, moi, je ne veux pas y toucher, mais j'attends au moins qu'il y ait une stabilisation et puis un début de quelque chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper de valeur. À côté de ça, on a besoin d'énergie. Pourquoi pas acheter Engie? Moi, j'en avais acheté à l'époque. Et je vous l'avais dit ici, quand j'avais acheté à l'époque des valeurs de rendement, moi, toutes mes valeurs de rendement ont explosé. Même Bouygues, qui est quand même un poids lourd, elle est vraiment lourde à décoller. Bon, on était vers les 30, on est maintenant à plus de 40 et quelques. Et Engie a explosé, elle est passée de 13 à on doit être combien, à 24 là. Et en plus, on a touché des dividendes de 10%. Et je me dis que vu la demande d'énergie, et Engie qui a passé des contrats avec pour des data centers, etc. Bon, c'est des valeurs qui offrent encore. C'est pour ça, même ces valeurs qu'on doublait offrent des perspectives de progression. Un mot peut-être avec vous, Philippe, pour dire un mot alors, de l'Asie, des indices asiatiques. Je veux bien qu'on dise un mot du Nikkei, parce qu'on est en plein Takaichi Trade avec... Alors, la phase positive, c'est l'envolée du Nikkei. Ce à quoi il faut faire attention dans ces trades assez macro-politiques, c'est la baisse de la devise et la baisse du marché obligataire. Donc, des taux qui continuent de se tendre et une pontification qui continue de s'intensifier au Japon. J'ai l'impression que face à des marchés US qui ont quand même tendance à plafonner depuis début novembre, même s'ils alignent encore 3 mois de hausse consécutive, là maintenant ça commence à patiner un peu. Le Japon est sur une véritable dynamique, ce qu'on appelle un momentum, et puis vous avez effectivement la Première ministre qui veut convoquer des législatives anticipées, elle est au plus haut dans les sondages, elle devrait conforter sa majorité et ainsi faire passer un plan de relance, un Abenomics sous stéroïdes. Les marchés adorent ça parce que finalement les actions japonaises sont peut-être
pas si chères. Alors, elles étaient beaucoup moins il y a un an. Elles étaient pratiquement 30% en dessous des niveaux actuels. Mais on va dire que là, ça continue parce qu'on a une thématique. Là, on a une visibilité. Il y a quelque chose, il y a une idée derrière. Sur les émergents, je pense qu'on est pas mal non plus. Jean-Louis en a parlé. Voilà. Les émergents sont vraiment dans la course. Beaucoup d'émergents ont émergé. Voilà, peut-être que c'est une voie de diversification pour 2026. Mais je termine là-dessus. Ma première crainte, quand même, ça reste l'évolution des marchés de taux. Et la dérive des dettes, justement, chez nous, Européens et aux États-Unis. Un mot pour conclure avec vous, Romain, d'ailleurs, avec ce graphique donc, qui vient de la banque de données de la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est la courbe des taux fédéraux américains sur très longue période, puisqu'on remonte dans les années 50, je crois. Est-ce qu'on a vraiment envie que la Fed baisse fortement ses taux ou pas, Romain ? Manifestement pas. Vous le voyez, depuis 1955, la date à laquelle commence ce graphique, à chaque fois que la Fed a baissé ses taux, à l'exception de 1967 et éventuellement de 1985, mais on venait de très haut, bien systématiquement, quand la Fed a baissé ses taux, on s'est retrouvé dans une période de récession. Ce sont les traits verticaux que vous voyez à chaque séquence. Donc il y a une corrélation qui est quand même assez frappante et assez étonnante. C'est pas instantané, mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, et ça vient étayer bien ce mot et ce scénario de prudence qu'on évoquait ensemble depuis tout à l'heure. Donc, une corrélation qui est quand même très, très flagrante ici. Bon. Il y a quand même des moments et des périodes, alors ce n'est pas des fortes baisses de taux, mais des petits ajustements à la baisse qui ne se font pas avec une récession qui suit. Mais effectivement, quand il y a des grands mouvements de baisse de taux, il y a généralement un moment un peu économiquement douloureux. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, les trois sorciers, d'avoir été avec nous pour ce 3e vendredi du mois, comme chaque mois, pour cette première échéance 2026. Romain Daubry, cofondateur de l'Atelier des options, consultant pour Bourse Direct, Philippe Béchade, le président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil.